a peut-être du mal à l'entendre, à le reconnaître, à accepter le fait que quand on avait 20 ans, ben, les cadras et les quinquas avaient un gap beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui en termes de connaissances et de compétences. Et on a beaucoup de mal avec ça. Mais sur le fond, on a affaire à des gens qui sont beaucoup mieux éduqués, beaucoup mieux préparés à affronter le monde, alors que moi j'ai 42 ans, j'ai fait une école d'ingénieur, et pourtant je me suis retrouvé confronté au marché international sans avoir eu la moindre formation sur le sujet, alors que pour eux c'est naturel, à réapprendre l'anglais, alors que pour eux c'est un des piliers de leur formation. Elles et eux, hein, pardonnez-moi. Donc je suis assez fan pour le coup, et comme on doit accepter le fait qu'ils ont cette caractéristique qui les valorise un peu plus que nous à leur âge, on doit aussi accepter de les manager différemment, voire quasiment ne pas les manager. Christophe a raison, il s'accommode assez mal le plus souvent quand on parle de ce domaine qui est l'innovation au sens large, puisque moi dans mes activités automobiles, je n'ai pas foncièrement encore ce stade-là qui est atteint. Mais malgré tout, on commence à y arriver. Et j'ai aplani le système de management. Donc, on a affaire à des gens qui s'accommodent plutôt pas bien des organisations verticales, qui ont besoin de fonctionner en mode projet, qui ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent, qui ont besoin qu'on les aide. Et y compris quand ils créent leur entreprise, qui ont beaucoup de mal à comprendre, enfin, ils ne comprennent pas, donc ils ne font pas, qu'ils ne comprennent pas, donc qu'il faille aller déposer une annonce chez l'agriculteur provençal, aller aux grèves, on a tout un truc. Vous forcez le trait pour qu'on comprenne. Mais... Non, mais je ne force pas le truc. C'est pardonnez-moi, mais c'est un process de vieux con. Le cabis, on n'a toujours pas compris. Et eux, comme ils n'ont pas compris, eh bien, ils ne font pas. Donc, la seule manière de créer des entreprises avec ces jeunes, c'est quasiment de le faire pour elles. Voilà. Ils ont des défauts, évidemment, des caractéristiques, et il faut nous en accommoder aussi en management qu'en création d'entreprise. Et lui, à côté, il est quoi, lui lui, il est génération Y. Hein. C'est un Y ou un... C'est un homme international. C'est un X, on va dire. Il est juste entre X et Y, c'est ça? Entre X et Y. Je poursuis. Cette transition numérique qui nous occupe va créer, et crée déjà, de nouveaux métiers. Est-ce que c'est vrai? On le dit souvent. Est-ce que c'est vrai? Quel métier? Et puis, vous dites aussi qu'elle détruit des métiers. Quel métier? Alors, sur les métiers, en fait, c'est tout le paradoxe aujourd'hui, par exemple, d'une école comme la nôtre. On n'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme des gens à des métiers qui n'existent pas encore. Et donc, en fait, on est en train de les former pour qu'ils soient suffisamment agiles pour pouvoir apprendre tout au long de leur vie. En fait, on les apprend à apprendre. Hein, c'est un peu ça l'idée. D'où une pédagogie qui est de plus en plus une pédagogie par l'action, c'est-à-dire dans laquelle on les met en situation, dans laquelle ils s'interfacent avec des professionnels, et où on interface des professionnels avec eux, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Mais en tout cas, oui, ce sont ces nouveaux métiers qui vont apparaître, qu'on ne connaît pas encore, auxquels il faut déjà être quasi adapté. Stéphane, sur cette question des nouveaux métiers, c'est une révolution là aussi, ou alors il y a des nouveaux métiers et la plupart restent encore à inventer. Et il y a une nouvelle manière de travailler aussi. Hein, si on doit faire le lien avec la conversation, le sujet précédent, d'abord des nouveaux métiers. Oui, le community management, qui est aujourd'hui quelque chose d'établi, n'existait pas il y a 3-4 ans. Alors qu'aujourd'hui, une PME qui n'a pas son community manager ou qui ne fait pas appel à une web agency pour son community management est forcément une société qui n'est pas sur le web et qui donc manque de visibilité, manque d'attractivité, manque de clients in fine. Donc le gros hacking arrive aussi. Alors allons-y. Tu as ouvert des yeux grands comme ça quand je t'ai cité. Mais plein d'autres métiers, les chatbots qu'on commence de plus en plus. C'est parce qu'ils sont là pour ça. Le gros hacking. Oui. C'est le métier du moment, les stars du moment. Un métier qu'on commence à peine à sourcer au niveau des écoles, qui consiste à pénétrer, à acquérir du lead le plus vite possible, avec un coût le plus réduit possible. Exemple parlant, c'est les systèmes d'affiliation, par exemple, où on vous propose votre première course avec Uber. Le précurseur, ça a été Uber, pour le coup, qui est arrivé pays après pays en proposant des offres. Votre première course gratuite, Lyft s'est créé depuis et a fait la même chose, avec carrément un crédit de $50 pour celles et ceux qui sont allés aux US. Vous l'avez vu, comme vous arrivez dans une grande ville, bim, ça tombe.
un crédit de 50 $ pour vous affilier et prendre votre première course gratuite. C'est par exemple ça. Ce sont des jeux concours qui vous permettent, qui vous permettent de Il y gagner. a des gens qui organisent ça aujourd'hui. Ouais, des grosses hackers. Voilà. La manière maligne d'acquérir du lead, du follower ou du client in fine. Et des métiers comme ça, il y en a plein d'autres. Mais au-delà, il y a aussi une nouvelle manière de travailler. On voit ce développement qui est quand même massif des espaces de coworking dans les grandes métropoles. Enfin, je crois qu'à Nice, ça se développe bien, à Cannes aussi. À Marseille, c'est une folie. C'est une folie. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens qui veulent rester indépendants et pour autant qui veulent avoir un client régulier. Constant. Ce qui aujourd'hui juridiquement n'est pas possible. Être indépendant et avoir un seul client, c'est pas possible. On est soumis à la requalification en tant que client, mais quand on voit, puisqu'ils ont un peu d'avance, ce qui se passe sur la côte est américaine, à Berlin ou à Londres, on a affaire à des gens qui sont indépendants mais qui n'ont qu'un seul client et qui arrivent à allier la souplesse du travail, c'est un peu comme avoir quelqu'un en déporté, et qui, malgré tout, ont la sécurité parce qu'ils ont un client fidèle qui reproduit d'année en année un contrat. Et cette manière-là de travailler, elle aussi, est innovante et se développe. Je suis obligé de poser la question parce que quand même, est-ce qu'on n'est pas là en train de parler d'une espèce d'élite ou d'une toute petite partie de la population qui serait dans ce circuit-là et la grande majorité, elle serait exclue de tout ça? Je ne crois pas, c'est de moins en moins. Il s'agit d'aller se balader un petit peu dans les espaces de coworking et se rendre compte qu'on rencontre des gens qui font des choses très diverses. Il n'y a pas que des designers, des développeurs, des webmarketeurs, des gens qui ont des travaux très funky, des jobs très funky. On a aussi des gens qui font un job tout à fait classique, qui commencent à investir ces lieux-là. Et c'est une bonne chose parce que on le voit, l'entrepreneuriat est à la mode, mais je ne pense pas que beaucoup, parmi les 60% de jeunes qui se disent vouloir être entrepreneurs demain, envisagent de devenir le nouveau Steve Jobs. Ils aspirent surtout à une vie professionnelle accomplie en ayant de la liberté. Je crois qu'il y a deux règles à l'heure actuelle qui sont importantes à connaître. C'est qu'on n'innove jamais seul et on innove toujours contre. C'est-à-dire que si on est sur une innovation de rupture, on innove contre la règle, on innove contre une pratique, on innove contre des habitudes sur un business model, et en même temps, on n'innove jamais seul, parce que seul, s'il n'y a pas d'échange, et c'est pour ça qu'on crée des accélérateurs, c'est pour que des gens qui soient dans des activités complètement différentes les unes des autres puissent, à un moment donné, c'est une énorme machine à café, si vous voulez, où les gens se rencontrent, échangent. On disait, toute l'information dans une boîte passe autour de la machine à café. Un accélérateur, c'est la même chose. C'est-à-dire vous avez une immense machine à café, là, ok, et puis les gens échangent entre eux. Ils sont biotech, d'autres sont en train de créer une start-up sur le sport. Et tous ces gens-là, en échangeant, prennent de l'idée, prennent de la réflexion, se disent que peut-être, cette option-là n'est pas la bonne, parce qu'ils ont échangé et parce que les gens qui leur... Et là, il y a le terme, ils vont pivoter. Ça, c'est extraordinaire. Ils peuvent. Dans les startups, on ne s'adapte pas, on pivote. Ça, je trouve ça formidable. Ben oui. Non, mais c'est bien. C'est pas mal. Et juste une réflexion sur l'innovation. Ça fait plusieurs fois que l'innovation, c'est la rupture, c'est la contestation. C'est une forme de contestation. Moi, à mon époque, on disait cette phrase qui était beaucoup plus élégante. Je trouvais c'est l'innovation, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est beaucoup plus joli quand même. C'est très beau. Je suis un peu désuet, c'est vrai, j'assume. C'est joli, non, ça fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, le Jones? Magnifique. N'oublions pas que dans cette notion de pivot et dans la notion d'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de créations d'entreprises qui se font sur des profils à 10, 15 ans dans des grands groupes et qui maintenant, par la libéralisation des formes d'entreprise et de l'auto-entrepreneuriat ou d'autres formes, ont aussi envie de créer. Et c'est aussi un nouveau pivot qui est en train de se faire, c'est les quadras, quinquas, il n'y a pas que les X, Y, Z, millennials, tout ce qu'on veut. On a un Y ici, là. C'est un Y, Paul, non? C'est ça, une forme de Y. Je voudrais on peut en parler des heures de ce milieu-là, je voudrais qu'on termine sur le sujet qui découle de la transition numérique. C'est l'étape d'après, c'est la 5e, c'est ça? C'est tout ce qui est intelligence artificielle et robotisation. Donc là, ça les concerne aussi, parce que finalement, si on continue, ils vont plus avoir de boulot, quoi. Non, au contraire. Au contraire. Alors d'abord, oui, l'intelligence artificielle commence à faire d'ores et déjà une vraie percée sur le plan expérimental. On a vu Nature, la revue référence américaine sur la recherche médicale, qui a fait une enquête de grande ampleur
auprès de 2000 dermatologues anglais, confrontés à Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, sur le diagnostic de mélanome. Les médecins eux-mêmes ont reconnu qu'à 70%, l'intelligence artificielle réussissait mieux qu'eux à diagnostiquer. C'est un premier sujet. On l'a vu aussi sur un thème plus ludique avec le jeu de Go, où la machine a battu l'homme. Ouais. C'est impressionnant. Ça va se développer très vite. On voit le prédictif qui arrive. Safe City, tous les sujets de tranquillité. À Marseille, par exemple, il existe un projet d'envergure européenne consistant à récupérer les données de partout. Office de tourisme, hôpitaux, police municipale, police nationale, tous les sujets sont mixés au travers d'une grosse machine qui prévoit que, donc du coup, après-demain, dans telle rue, il risque d'y avoir un problème. Alors, ce ne sont pas 3 jumelles comme dans Minority Report qui voient l'avenir. Mais c'est ça, c'est du prédictif. Et il se développe. Et il se développe de manière assez incroyable dans la maintenance industrielle, la maintenance nucléaire. On a non seulement des raisons d'utiliser l'intelligence artificielle pour sécuriser, mais également pour diminuer les coûts. Aujourd'hui, quand on fait une maintenance préventive sur un sous-marin nucléaire, eh bien, sans se poser de questions, on se dit que toutes les 400 heures, telle pièce, c'est pareil pour un avion, doit être démontée, révisée. La maintenance prédictive consistera à dire, au regard d'un certain nombre de paramètres extérieurs qui ne sont pas pris en compte, quand devrait tomber en panne la machine. Ça ne nous empêchera pas de prendre des marges de tolérance, évidemment, mais c'est ça. Et la robotique arrive. Les premiers robots plus agiles que l'homme sont déjà en place. Je reviens juste une seconde sur l'intelligence artificielle parce que ça n'est pas que du bénéfice. On vient de se rendre compte que 2 machines ont inventé un langage de communication entre elles, plusieurs machines même, que nous étions, nous, humains, incapables de détecter, de comprendre. Des machines qu'on a fabriquées qui inventent un langage qu'on ne comprend pas. Sûr, ouais. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. Et donc, cela signifie qu'il convient de mettre des limites. C'est très important. L'éthique. Hein, je crois que là, c'est plus que l'éthique, c'est peut-être la survie de l'espèce. Oui, mais ça passe par des règles. Pour être très clair. Alors, on n'est pas encore dans un registre de science-fiction à la Terminator. Évidemment, on en est même loin, parce que ça reste malgré tout très, très limité. Mais c'est ça. Et la robotique arrive aussi. Elle va rendre de grands services aux personnes en situation de handicap, aux personnes seules, avec la robotique, avec les robots servants. Mais les robots, on va les utiliser beaucoup plus facilement pour travailler en milieu industriel difficile, avec leur propre intelligence, et non plus dans un système hiérarchique comme on le connaît aujourd'hui. Le robot prend l'info, la remonte à un système central qui lui dit quoi faire et qui redescend. Automatiquement, il sera capable de s'adapter. Alors, Terminator, c'est plus vraiment de la science-fiction. Hein. Vous avez un mouvement donc, qui est mondial aujourd'hui. On parle de transhumanisme. Hein. Vous avez une personne qui bosse à Stanford et au MIT, il bosse aux deux. Hein. Il s'appelle Kurzweil. Il parle de l'homme, il dit que le salut de l'homme sera à ce qu'il soit 90% machine, quelque part. Quoi. Donc, parce que effectivement, il sera régulé, il sera augmenté, et sa durée de vie sera rallongée parce que justement, il intégrera effectivement, il embarquera des objets connectés, mais en interne, si vous voulez, hein, qui seront en biotech, qui seront développés en biotech. Ce qui est certain aujourd'hui, et c'est là où je suis complètement d'accord avec Stéphane, il va falloir faire très attention parce qu'à partir du moment où une intelligence artificielle, il faut savoir que l'homme, 80% des actions de l'homme sont liées à son inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites toute la journée ou ce que vous pensez, vous n'êtes conscient que de 20% de ce que vous faites, hein, grosso modo. Tout le reste est géré par l'inconscient. La différence avec une intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a rien d'inconscient. Tout est construit de manière quasi mathématique. Et donc, quelque part, à un moment donné, quand vous avez 2 machines qui arrivent uniquement sur le plan de la technologie et par une analyse binaire, d'accord, à arriver à connecter entre elles, ben vous vous dites que quelque part, elles sont 2, vous êtes seul, si elles se mettent à 2 contre 1, ça devient problématique. Quoi. Ah oui, oui. Certes. Moi, je voudrais peut-être dire que, en fait, on a quand même du mal à définir vraiment ce qui caractérise l'intelligence artificielle par rapport à l'informatique pure. Donc c'est vrai que nous, dans le cadre de nos travaux, on a été amenés à y réfléchir et à se poser des questions avec nos chercheurs. Et en fait, en gros, ce qu'il en ressort, c'est que ce qui fait l'intelligence artificielle, c'est la capacité de la machine à faire des choix.
Et en fait, nous, inconsciemment, on fait des choix tout le temps, mais en fait, on s'en rend pas compte. Et donc, à partir du moment où la machine, dans un univers improbable, va être capable de faire des choix, là, on va vraiment parler d'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, tu parlais d'inconscient, et moi, je crois que l'inconscient est le fruit de l'expérience. C'est-à-dire que, en fait, si on fait des choix inconscients, c'est parce qu'on a l'expérience de ce qui a marché. Et donc, si on est capable, dans des machines, finalement, d'introduire la notion de choix basée sur l'expérience, alors la machine finira par dépasser l'homme, parce qu'elle va avoir une expérience beaucoup plus forte que chacun d'entre nous. Et moi, oui. Non, pardon, vas-y. L'exemple de Stéphane sur le jeu de Go, c'est exactement ce qui vient d'être dit, puisque la machine donc, a fait ce qu'on appelle du deep learning, donc a appris, a vu énormément de matchs entre joueurs professionnels. Et ce qui était hyper intéressant, si vous avez quelques minutes, allez le voir, le choix de la machine pour gagner a été de bluffer. Donc on est passé d'un stade purement binaire, si j'avance un pion, les multiples possibilités par rapport à un arbre de décision sont celles-ci, la machine a bluffé. C'est ça qui est très intéressant. Et si on voulait ramener ça à notre métier, puisqu'en fait... Voilà, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Moi, je voudrais qu'on atterrisse et qu'on conclue, parce qu'ils sont passionnants, hein, ils sont passionnants. Mais qu'on conclue chacun en renvoyant aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent vivre sans connaître tout ça? Est-ce qu'ils peuvent travailler avec des entreprises de ce type-là sans eux-mêmes avoir cette culture un peu quand même? Allez-y, parlez sans crainte les uns et les autres. Dites-leur ce que vous avez à leur dire. Je pense que non. Je pense que petit à petit, les experts comptables, hein, ils ont l'habitude. Jusqu'à présent, ils suivaient des régulations, des lois, etc. Et aujourd'hui, ils suivent effectivement l'évolution de leurs clients. Et leurs clients sont des entreprises effectivement qui se transforment et qui se transforment énormément à l'ère du numérique. Et pour être très clair, les experts comptables l'ont compris depuis longtemps. La preuve, ils sont partenaires dans des accélérateurs, des incubateurs, donc ils sont en train d'apporter eux-mêmes leur expertise à des gens qui en retour effectivement leur apprennent cette nouvelle économie, et eux, par leur expertise, peuvent aider ces gens-là dans cette nouvelle économie, parce que il y a quand même... Donc vous n'êtes pas inquiet, vous dites qu'ils sont capables de s'adapter, ils l'ont déjà fait, ils vont le faire. Que nous dit le jeune expert comptable et commissaire aux comptes? Je crois que l'expert comptable a toujours su, et le commissaire aux comptes, hein, ne l'oublions pas, s'adapter. On devra s'adapter. Peut-être que les rythmes vont s'accélérer, c'est évident. En revanche, notre métier a toujours été de dire ne vivons pas sous la contrainte de la norme fiscale, de la norme sociale, etc. Accompagnons nos clients sur les problématiques d'aujourd'hui et sur les problématiques de demain. C'est encore le cas aujourd'hui avec la transition numérique, avec l'intelligence artificielle. À nous de jouer et à nous d'être le premier conseil et de rester le premier conseil de nos clients. Il faudra un peu parler numérique hein, quand même, savoir retenir les leçons, par exemple, de Stéphane Soto, qui va leur adresser un message aussi. Ah oui, à ces professionnels. Ah non, moi j'ai déjà dit une bêtise avec la spécialisation. Je vais pas non, mais c'est pas grave, ça, c'est leur cuisine interne, etc. Pardon, président Canesi, je ne le referai plus, c'est promis. Non, mais je ne pense pas que le métier des experts comptables sera mort pour autant. D'abord, avant que l'intelligence artificielle ait franchi le cap dans notre quotidien, il va s'écouler quand même un peu de temps malgré tout, primo. Secondo, les experts comptables, et on le répète toute la journée aux porteuses et porteurs de projets, comme les avocats d'ailleurs, ont une importance qui est capitale dans la réussite d'un projet. Donc ce travail de conseil, d'analyse et de conseil, pardon, il est excessivement important, mais c'est aussi pour ça que nos experts comptables doivent connaître notre métier. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Et j'en reviens à ma prométise du début de... Ouais. Donc, je leur ferai plus, c'est promis. Le mot de la fin à Paul, donc, du coup. Alors, moi, je dirais qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir, au contraire, être encore plus performant. Et il faut voir l'informatique et les outils d'intelligence artificielle comme des moyens de mieux exercer notre métier, de mieux travailler. Et en fait, de toute façon, l'évolution de la société, elle est en marche. C'est ainsi que ça fonctionne. On crée des appareils pour gagner du temps. Au départ, on crée des machines, on a créé des moteurs. Mais maintenant, on crée des moyens informatiques. On est en train de, petit à petit, de recréer des cerveaux dans des machines. C'est quand même un peu vrai. Mais
je pense que c'est quand même l'homme qui a créé tout ça et à nous de savoir utiliser ces moyens pour que notre métier puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pris du plaisir et j'ai l'impression d'avoir un peu grandi et je pense qu'on pourrait vraiment les remercier d'avoir participé à ce débat avec nous. Merci mille fois.